Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Le propos de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et pourrait nous arriver. Et ce soir, nous sommes avec Antoine Léaumont, député La France Insoumise de l'Essonne. Bonsoir. Bonsoir. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Vos propos ne feront donc l'objet d'aucun montage. Nous sommes ensemble pour environ 40 minutes et vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Cette émission s'appelle l'atelier politique et je vais vous poser, comme je le fais à chacun de mes invités, cette question que vous allez peut-être trouver un peu incongrue, mais puisqu'on parle d'atelier, dans un atelier, généralement, il y a des outils. Est-ce que vous avez, vous, un outil de prédilection? Le tournevis. Vraiment. Voilà, une réponse limpide. Vous avez une affection pour le tournevis. Le tournevis est quelque chose qui est régulièrement assez utile pour essayer de fixer des choses et pour les fixer de manière assez solide. Et je préfère le tournevis au marteau, qui, ma foi, prend peut-être un petit peu plus de temps, mais qui permet de fixer les choses de manière plus durable. Oui, donc vous préférez la vis au clou aussi. Oui. On peut en déduire ça. D'une certaine manière. Vous êtes né et vous avez grandi à Châteauroux, Antoine Léaumont, dans le département de l'Indre, et vous avez suivi votre scolarité dans un établissement privé catholique. Tout à fait. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents avaient fait ce choix? C'était simplement un choix de proximité parce que c'était juste à côté de chez moi. Je pense qu'il y avait peut-être aussi chez ma mère, notamment, la volonté que j'ai une éducation dans un établissement privé parce que ma mère était plutôt de droite. Même si elle a beaucoup évolué politiquement aujourd'hui. Elle est devenue de gauche? Elle est devenue de gauche, même peut-être plus radicale que moi. Sous votre influence? Dans nos discussions, en tout cas. Mais il y avait cette volonté-là chez ma mère. Chez mon père, je pense que c'était moins la volonté. Mais c'est vrai que j'ai été placé dès la toute petite école dans l'enseignement privé catholique. Et au moment où j'ai eu, moi, le choix, c'est-à-dire au moment du lycée, j'ai fait le choix de continuer dans cet enseignement privé catholique. Non pas tant par conviction que pour rester avec mes amis en réalité. Mais vous en gardez finalement un bon souvenir? Oui. C'était un cadre épanouissant? Oui, j'en garde un bon souvenir. J'ai pas été confronté aux violences qu'on peut voir aujourd'hui dans l'affaire Betaram. J'ai pas eu de problème particulier. Au contraire, ça a été un cadre plutôt protecteur à mon sens. Et puis moi, c'était un des rares établissements privés de l'ensemble du département. Et du coup, il y avait à la fois ceux qui avaient les moyens ou qui avaient fait le choix de se retrouver dans cet enseignement privé catholique, et puis aussi ceux dont les écoles publiques ne voulaient plus, peut-être, et qui s'étaient fait virer d'école en école, et qui trouvaient là peut-être un cadre où d'une certaine manière on essayait de travailler tous ensemble. Donc moi j'ai trouvé que c'était bien. Après, je suis idéologiquement et intellectuellement un partisan de l'école publique. Moi j'ai un fils, mon choix sera de mettre mon fils dans l'école publique, voilà. Donc ça a été comme ça que s'est faite ma vie. Mais on voit que l'école privée n'empêche pas d'avoir ensuite des convictions, y compris parfois peut-être assez critiques de l'école privée. Votre premier engagement politique ne sera pas pour Jean-Luc Mélenchon, en effet, mais pour François Bayrou, oui. En 2007, alors que vous avez 17 ans et que vous n'êtes donc pas encore en âge de voter. Qu'est-ce qui vous séduisait à l'époque chez lui? Chez François Bayrou, c'était un peu Macron avant l'heure. Et ça fonctionne bien chez les personnes qui sont peu politisées, peut-être, parce que Bayrou disait il faut mettre ensemble la gauche et la droite pour travailler au service de l'intérêt général. Et je dois dire que ça me parlait assez, quelqu'un qui disait qu'on voulait faire travailler ensemble des gens qui d'habitude pouvaient peut-être prétendre qu'ils avaient des opinions différentes, mais en réalité, dans les faits, faire à peu près toujours la même chose. Il y avait aussi l'idée de changer la démocratie dans le pays. Il y avait notamment la question de la proportionnelle qui était portée par François Bayrou. Et puis il avait une critique du système médiatique, mais du système médiatique capitaliste, notamment vis-à-vis de Claire Chazal, où il avait critiqué le fait que Claire Chazal, son patron, c'était Martin Bouygues, et que Martin Bouygues était un ami de Nicolas Sarkozy. Et il avait eu des mots assez choquants, et je me souviens beaucoup de cette altercation qu'il avait eue avec Claire Chazal, et qui m'avait beaucoup marqué, parce que je trouvais qu'il y avait une question qui était posée effectivement par la place de l'argent, notamment dans le système médiatique, et sans doute qu'on en parlera assez longuement dans la suite de l'émission. Mais voilà, c'était un peu tout ça qui m'avait plu. Il parlait aussi beaucoup d'écologie.
Et à l'époque, c'était le bus au colza. Alors maintenant, on en est un peu revenu des bus au colza. Mais à l'époque, c'était assez novateur et tout ça m'avait beaucoup intéressé. Vous avez eu l'occasion de lui en parler depuis qu'il est Premier ministre? Alors, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler depuis qu'il est Premier ministre, mais ensuite je me suis engagé auprès de Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça, et on va y venir, bien j'ai eu dans le hasard de ma vie, j'ai accompagné Jean-Luc Mélenchon une fois dans un déplacement à Pau, où on avait vu François Bayrou dans une rencontre républicaine assez traditionnelle. Jean-Luc va toujours rencontrer les maires des communes qui l'accueillent. Et à cette occasion, on lui avait dit qu'il avait perdu un bon élément. on l'avait un peu chambré. Alors ça, c'était en 2007, donc 3 ans plus tard, en 2010, vous avez une espèce de coup de foudre politique pour Jean-Luc Mélenchon, à la lecture de son livre intitulé « Qu'ils s'en aillent tous », et là, vous vous engagez vraiment, vous devenez, quelques années plus tard, attaché parlementaire de Jean-Luc Mélenchon au Parlement européen. Cette expérience, pour vous, elle a été fondatrice? Oui, bien sûr. Alors déjà, peut-être faut dire comment on passe de Bayrou à Mélenchon, parce que ça paraît un peu étrange. Mais vous avez lu le livre Qu'ils s'en aillent tous. C'est ça, ouais, mais il y a eu la crise des subprimes, donc les banques font n'importe quoi, et ensuite il faut mettre de l'argent pour sauver les banques. Ensuite, les banques se mettent à spéculer contre la dette des États, ce qui est quand même assez grossier de leur part. Et Nicolas Sarkozy, c'est finalement celui qui m'a convaincu d'être de gauche d'une certaine manière, fait une réforme des retraites à l'issue de cette période-là. Et je me dis, il y a un problème démocratique majeur, et c'est là le moment où on me fout dans les mains le livre de Jean-Luc Mélenchon, Qu'ils s'en aillent tous, où il dit, c'était l'angle principal, c'était si les riches veulent s'en aller, si jamais on les impose plus fort, eh bien qu'ils s'en aillent, on trouvera des numéros 2 dans les boîtes ou des numéros 3 dans les boîtes qui seront prêts à faire le travail, peut-être même mieux que ceux qui se gavent, et puis qui coûteront moins cher. Et il avait une formule qui était assez sympathique, il disait, puisqu'ils veulent des salariés moins chers, eh bien nous on va trouver des patrons moins chers pour mieux payer les salariés. Je trouvais que c'était une excellente formule. Et c'est vrai qu'en trouvant ce livre, j'avais trouvé quelqu'un qui me proposait une cohérence d'ensemble sur les questions économiques, sur les questions démocratiques. Quelqu'un qui s'adressait à mon intelligence et pas qui essayait de faire des coups d'éclat ou des coups de com'. Donc j'ai effectivement lu ce livre, j'ai d'abord milité. Le hasard de la vie a fait que j'ai pu faire à la fin de ma formation universitaire un stage auprès de Jean-Luc Mélenchon, et puis après j'ai continué à travailler pour lui pendant 9 ans avant de devenir député de la France Insoumise. Donc c'est effectivement une expérience qui a été assez fondatrice, et puis je crois qu'être aux côtés de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, puis je le dis particulièrement sur votre radio, c'est quelqu'un qui est très tourné vers l'international, que j'ai pu accompagner moi dans plein de déplacements à l'étranger compte tenu de ma fonction, et c'est extrêmement formateur d'avoir travaillé avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui est très tourné vers l'histoire aussi, et vous partagez une chose avec lui, vous êtes tous les deux des admirateurs de Robespierre. Vous avez même d'ailleurs tenu, je ne sais plus, l'année dernière, je crois. Tous les ans. Voilà, tous les ans. Depuis que je suis député, je fais un hommage à Robespierre. Le jour de l'anniversaire de sa mort. Robespierre, vous gardez tout ou vous vous demandez, comme disait Jospin à propos de Mitterrand, un droit d'inventaire? Le Robespierre de la terreur, par exemple, vous prenez aussi? Alors, bon, déjà, je fais comme Jaurès. Je dis à ceux qui me demandent sous le soleil de juin à côté desquels je m'assois, eh bien, je m'assois dans la montagne à côté de Robespierre. Parce que on peut pas prendre une partie ou laisser une partie, c'est-à-dire que c'est un tout. Donc si on décide de dire que Robespierre est un personnage intéressant, on est obligé de tout prendre. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Par exemple, je trouve qu'il manque chez Robespierre une analyse assez fine sur la question du suffrage féminin. C'est des questions qui sont portées notamment par des gens comme Condorcet, mais qui ne sont pas portées par Maximilien Robespierre. Néanmoins, sur la question de la terreur, pour vous répondre de manière très, très franche, il y a aussi une construction historique, et j'invite d'ailleurs vos auditeurs à lire le livre de Jean-Clément Martin qui s'appelle La terreur, mythe et réalité. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est un super livre. Et il y a aussi un autre très beau livre qui s'appelle Robespierre, la fabrication d'un monstre. Et ces deux livres expliquent comment on a construit chez Robespierre un personnage à sa mort, ceux qui l'ont tué en gros, ils ont d'ailleurs pas tué que lui, ils ont tué une centaine de personnes en même temps, c'est-à-dire tous ses amis. Ils ont construit... la guillotine tournait bien, la guillotine était bien huilée quand même. Mais ce qu'il faut bien voir, si on regarde dans le détail de l'histoire, c'est que Robespierre déjà était un opposant de la peine de mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas soutenu le régime. Il l'a lui-même appliqué. Bien sûr, il l'a ordonné. Bien sûr, il a lui aussi signé des arrêts de mort alors même qu'il était en opposition avec ça. Et sa formule était soyons terribles pour éviter d'être au peuple
d'avoir à l'être. C'était aussi c'était une formule de Danton, mais Robespierre la partageait. Et il disait aussi que la terreur sans vertu est funeste. Mais je trouve que c'est une période qui est extrêmement compliquée. Il y a une guerre à l'extérieur, il y a une mais guerre juste à quand vous dites, l'intérieur. on peut pas... on est obligé de tout prendre chez Robespierre. Si je faisais un parallèle, vous allez peut-être le trouver osé, mais Pétain, c'est le héros de Verdun, mais c'est aussi le Pétain de Vichy. Mais précisément, c'est surtout le Pétain de Vichy. Mais vous êtes bien obligé de dissocier. Je dissocie les deux, mais évidemment, déjà la partie Pétain de Vichy vient après, Oui. et c'est donc ce par quoi il finit d'une certaine manière. Et puis surtout, c'est un choix idéologique. Je veux dire, c'est justement par rapport à Maximilien Robespierre, les idées qui sont portées par Robespierre, par exemple sur la question des Juifs. Robespierre, c'est un des premiers à porter la question du droit de vote des Juifs, alors qu'ils ne l'avaient pas au début, ils n'étaient pas considérés comme des citoyens à l'intérieur de la cité. Et je trouve, c'est peut-être ça qui m'intéresse chez Robespierre, c'est que les idées qui sont portées par lui sont des idées qui sont extrêmement novatrices. Robespierre, c'est quelqu'un qui, dans un débat sur la colonisation et l'esclavage, va finir par dire périssent vos colonies si c'est pour abandonner vos principes. Et moi, je suis d'accord avec les idées qui ont été portées par Robespierre. La terreur, c'est en réalité porté par Danton au point de départ. Et la loi des suspects, par exemple. Mais ça, je suis pas d'accord. La loi des suspects, je trouve que c'est... Rappelons, c'est 1793, c'est une loi qui permet d'arrêter à peu près n'importe qui dont on considère qu'il n'a pas prouvé un engagement. C'est ça, pour la Révolution. Pour la Révolution. Mais évidemment... Et avec deux issues possibles, la acquittement ou la mort. Oui, c'est ça. Pas d'intermédiaire. C'était des procès sans appel, l'acquittement ou la mort. C'est abominable. Ouais. Mais c'est des lois qui sont faites dans une période qui est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est une période dans laquelle, je le disais tout à l'heure, mais il y a la guerre à l'extérieur, il y a une guerre civile, il y a des menaces qui pèsent sur les institutions qui sont en train de se mettre en place. Mais ce que je constate aussi, c'est que la légende noire qui a été créée autour de Robespierre, eh bien, elle ne frappe pas, par exemple, des gens comme Adolphe Thiers, qui pourtant est le boucher de la commune de Paris, qui lui tue 20 000 personnes, mais tout le monde s'en fiche, sans procès. Parce qu'à la limite, on peut dire la loi des suspects, au minimum, il y avait un procès. Robespierre, lui, il est assassiné sans procès. Et les adversaires de Maximilien Robespierre ont construit autour de sa personne un espèce de démon de la terreur, ce qu'il n'était pas. Et d'ailleurs, la période de la fin, de la terreur, on peut appeler ça comme ça, mais cette période de la fin de la terreur, c'est une période dans laquelle lui se met beaucoup à l'écart. Et se met à l'écart d'ailleurs en se disant, on ne pourra pas m'accuser des crimes qui sont commis, puisque je ne suis pas là. Et en réalité, ils font l'inverse, ils profitent du fait qu'il n'est pas là pour tout lui mettre sur le dos en disant la guillotine tourne à cause de Robespierre. Donc on voit que d'une certaine manière, il a été victime d'une forme de campagne de calomnie de son époque, même si, il ne faut pas nier, il a participé au comité de salut public et voilà. On va revenir à votre engagement politique. Petite dernière chose sur ça avant de passer à autre chose. Mais on parle beaucoup de Robespierre, mais moi j'aime bien opposer avec Napoléon, parce que Napoléon quand même est quelqu'un qui rétablit l'esclavage, qui anéantit la République, et bon, ça pose pas de problème de faire des hommages à Napoléon apparemment. Je trouve qu'à choisir entre les deux, je préfère Maximilien Robespierre à Napoléon. Je le disais, on va revenir à votre engagement politique. Vous êtes ensuite donc assez rapidement devenu le monsieur numérique, le monsieur réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon, avec un certain succès d'ailleurs, le développement, la croissance de... ce sont des chiffres, je crois que ça a porté ses fruits. Et vous avez présidé ensuite un groupe d'études sur les réseaux sociaux, c'était l'année dernière. Et certains s'inquiètent, en fait, on l'entend souvent, pas seulement en France d'ailleurs, du rôle des réseaux sociaux lors des rendez-vous électoraux. Mais au fond, est-ce que les tentatives d'influer sur les résultats d'une élection n'ont pas toujours existé d'une manière ou d'une autre ? Alors, si, ils ont toujours existé. Avec les réseaux sociaux et avec l'intelligence artificielle, ils peuvent prendre une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme de manipulation de l'information qui va plus loin et qui touche peut-être plus directement les citoyens. Il peut y avoir des tentatives d'ingérence étrangère. Il y en a notamment qui ont été révélées sur le cas de la Roumanie assez récemment avec TikTok et l'influence russe. Mais d'une manière générale, les tentatives d'ingérence sur les élections ne reposent pas seulement sur les réseaux sociaux, vous avez raison. Il y a eu par exemple il y a quelque temps des coups qui avaient été montés par des agents russes, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, c'était l'épisode des Mains Rouges qui avait été fait sur le mémorial de la Shoah, et où en réalité c'était derrière ça une tentative d'influence russe. Et justement, ça, c'est ce sur quoi on essaye de travailler avec ce groupe d'études sur les réseaux sociaux, mais c'est comment on se protège, y compris contre ces ingérences. Lorsqu'en 2005, la quasi-totalité des journaux français et des médias audiovisuels, radio et télé, font campagne en faveur du oui au référendum sur le traité constitutionnel. On est très clairement là dans une volonté de peser sur le résultat d'un scrutin.
Et finalement, ça ne fonctionne pas, puisque c'est le nom qui l'emporte. Donc au fond, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de mépris pour les citoyens, pour les électeurs, un mépris pour leur intelligence, pour leur discernement, à croire qu'on peut finalement si facilement influer sur leur vote? Moi, je pense que c'est ceux qui tentent ce genre de méthode qui, effectivement, ont une forme de mépris. Et justement, c'est ce que je disais d'une certaine manière. Mais je pense que le meilleur outil pour faire face aux tentatives d'ingérence, comme aux tentatives d'ingérence étrangère, je veux dire comme aux tentatives d'ingérence économique, parce que c'est aussi un vrai sujet, le meilleur outil, c'est l'esprit critique. Nous, c'est ce à quoi on travaille. Et c'est pourquoi je vous remercie aussi de faire des émissions comme celle-ci, où on peut avoir un peu de densité politique, de réflexion politique. Parce que justement, moi, je fais confiance dans l'intelligence des électeurs pour faire les bons choix et pour choisir ce qu'ils estiment bon pour eux, peut-être, mais aussi pour leur pays. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour avancer. Je prolonge la question rapidement. Vous parliez de la Roumanie. Quand bien même une campagne d'influence aurait été menée sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on doit se dire ça a faussé l'élection, ou est-ce qu'on doit se dire les citoyens roumains, en leur âme et conscience, ont jugé pertinent en fonction des informations plus ou moins erronées, plus ou moins bidonnées, pour parler familièrement, dont ils disposaient, mais ils ont jugé qu'il fallait voter pour ce candidat. Donc, ce vote doit être reconnu pour tel. Tout l'enjeu est de connaître si les informations sur la base desquelles les électeurs ont voté sont vraies ou erronées. Parce que si jamais les électeurs font leur choix sur la base d'informations qui sont réelles et qui sont sur lesquelles eux font leur miel d'une certaine manière, là il n'y a aucun sujet. Et même, je vais même aller plus loin, même s'il y a des organes de presse qui sont très orientés politiquement, qui essayent d'influencer la décision, mais qui le font sur la base d'informations qui sont réelles. Il n'y a pas de sujet, c'est le choix libre des citoyens. Le problème est si les citoyens n'ont pas la capacité même à savoir si l'information de départ est vraie ou si elle est fausse. Et malheureusement, on est un petit peu entré dans cette ère de post-vérité, je le crois, aujourd'hui. Donc raison de plus aussi pour développer l'esprit critique, parce que c'est aussi ça qui permet de savoir, de chercher si une information est vraie ou fausse. C'est le moment, Antoine Léaumont, de marquer une respiration musicale dans cette émission. C'est vous qui avez choisi ce que nous allons écouter. Et c'est un choix, on peut le dire, très politique. Très politique, oui. Avec un titre du chanteur Médine qui s'appelle « Alger pleure ». J'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé, un peu colombe sombre ou corbeau décolorisé. Médine et métissé, algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique. À moi seul j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement les douleurs sont rétroactives lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Pensiez-vous que nos oreilles étaient aux arrêts et que nos yeux voyaient l'histoire par l'œil d'Osiris? Pensiez-vous que la mort n'était que mauresque, que le seul sort des Arabes serait commémoré? On ne voulait pas d'une séparation de crise, de ne pouvoir choisir qu'entre un cercueil ou une valise. Nous ne voulions pas non plus d'une Algérie française, ni d'une France qui noie ses indigènes dans le fleuve de la Seine. Pourtant je me souviens du FLN qu'avec panique et haine garantit une juste cause aux méthodes manichéennes. Trancher les nez de ceux qui refusent et les trancher dévisager, car la neutralité fait de toi un étranger. Tous les Français n'étaient pas hommes de la machine, praticiens de la mort, revanchards de l'Indochine. Nous souhaitions aux Algériens ce que nous voulions 10 ans plus tôt pour nous-mêmes, la libération d'une dignité humaine. Nous n'étions pas tous des gens moulins, mais loin d'être gens foutistes. Médine, Alger pleure. Donc évidemment, Antoine Léaumont, je le disais, c'est un choix très politique et que vous assumez. C'est lié à l'actualité, au rapport France-Algérie? Bien sûr, et c'est Alger pleure, mais c'est Algérie aussi. Et moi, je trouve qu'il y a chez Médine, sur cette chanson en particulier, l'idée de parler de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous divise entre l'Algérie et la France. Et quand il dit « j'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé », je crois que c'est d'une certaine manière un peu notre histoire de peuple algérien et français, et que moi je préfère chercher les voies de travailler ensemble plutôt que, comme M. Retailleau, des voies de division et de séparation. Merci d'être avec nous. Il est l'heure de faire un point sur l'actualité. On se retrouve juste après pour la suite de l'atelier politique.
L'atelier politique, Frédéric Rivière. L'atelier politique avec Antoine Léaumont, député LFI, la France Insoumise de l'Essonne, émission réalisée par Mathias Golchani. Nous écoutions juste avant les informations, Antoine Léaumont, le titre « Alger pleure » de Médine. Évidemment, ça, en toute logique, ça nous conduit à parler et à développer un peu sur la situation des rapports entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron et le président Tebboune se sont longuement parlé il y a quelques jours. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rend en Algérie ce dimanche et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, devrait lui-même s'y rendre assez prochainement. Est-ce que vous pensez que le chemin d'un réchauffement des relations est en train de se dessiner ? Je l'espère en tout cas, et je trouve que c'est d'une certaine manière un camouflet qui est infligé à la ligne de Bruno Retailleau, qui nous a mis dans une situation d'extrême tension que je crois ne souhaite ni le peuple algérien ni le peuple français. Que peut-être certains dirigeants politiques souhaitent. Est-ce que c'est vraiment une ligne politique que défendait Bruno Retailleau ou juste une ligne logistique sur la question des OQTF ? Je crois que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que M. Retailleau, d'une certaine manière, mon impression est qu'il s'en fiche des chiffres ou de la réalité, puisque si on parlait des questions des personnes sous obligation de quitter le territoire français, en réalité on a à peu près la même situation avec l'Algérie et le Maroc. C'est à peu près le même niveau, c'est à peu près le même taux d'exécution ou de non-exécution si jamais on veut parler de ça. Et on voit bien qu'il y a la volonté chez Bruno Retailleau de construire une forme d'opposition avec un pays en particulier qu'est l'Algérie, mais d'une certaine manière ça va plus loin que ça chez Bruno Retailleau, c'est-à-dire c'est la construction d'un ennemi de l'intérieur. Et moi je lui ai dit, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, il n'était pas là malheureusement, mais je trouve que M. Retailleau se comporte davantage en ministre des ennemis de l'intérieur qu'en ministre de l'Intérieur. Parce que quand il fait un meeting pour dire vive le sport, abat le voile, ce qu'il fait, c'est qu'il stigmatise toute une partie de la population. Quand il cible les Algériens ou le gouvernement algérien, quand il essaye de mettre une ambiance vis-à-vis de l'Algérie d'une manière générale, ce qu'il fait, c'est pas seulement mettre en place une relation politique avec un gouvernement étranger, ça à la limite ça fait partie des relations internationales, c'est aussi essayer de construire une ambiance à l'intérieur du peuple et en particulier du peuple français, puisque nous avons un grand nombre de compatriotes qui sont franco-algériens. Et cette ambiance-là, c'est une ambiance qui est extrêmement mauvaise et moi je suis plutôt satisfait du fait que M. Macron engage une logique différente avec le président Abdelmadjid Tebboune. À propos, vous avez parlé de franco-algérien. À ce propos, est-ce que vous êtes préoccupé par le sort de Boualem Sansal ? Est-ce que vous espérez sans doute, bien entendu, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons de croire que ce réchauffement pourrait conduire à une mesure de grâce, puisque c'est de ça qu'on parle en faveur de cet écrivain ? Je l'espère, parce que M. Sansal a été arrêté finalement pour des opinions politiques qu'il a portées. Et je comprends la logique du côté algérien, mais il faut aussi comprendre que du côté de la France, on ne peut pas être d'accord avec le fait qu'un de nos compatriotes puisse se faire arrêté pour des opinions qu'il a portées, même si ces opinions concernent son autre pays qui est l'Algérie. Et sur ce sujet-là, bien sûr qu'il faut que Boualem Sansal soit libéré, mais je voudrais dire aussi une chose de manière très précise, c'est que ceux qui ont créé une situation de tension, ceux qui ont hystérisé le sujet sur le cas de Boualem Sansal ne lui ont pas rendu service. Ne lui ont pas du tout rendu service. Parce que quand on crée un casus belli sur une personne, eh bien justement, on envoie comme signal au gouvernement étranger avec lequel on est censé discuter que là, il y a un point de fixation pour nous qui est très important. Mais vous pensez que c'est au nom de cette nécessaire discrétion que, par exemple, certains députés européens de la France Insoumise n'ont pas voulu voter, voire ont voté contre, certains sont abstenus, d'autres ont voté contre la résolution du Parlement européen qui demandait la libération de Boualem Sansal ? Alors sur ce sujet, c'est que la résolution en question comportait plusieurs éléments. Et dans ces éléments, il y a la libération de Boualem Sansal, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des éléments qui constituent une montée des tensions vis-à-vis de l'Algérie. Et ça, c'est ça qui est paradoxal. C'est que si on veut aboutir à la libération de Boualem Sansal, ce qu'il faut essayer de faire avec le gouvernement algérien, c'est d'entrer dans une logique de dialogue, pas dans une logique de confrontation, en disant vous avez de toute évidence un certain nombre de sujets à nous reprocher, nous avons aussi des sujets à reprocher à l'Algérie, mais voyons comment on peut essayer de les régler par la voie diplomatique. J'ai l'impression que c'est la voie qu'est en train de choisir Emmanuel Macron, qui est en train de choisir Jean-Noël Barrot, et d'une manière générale, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Je suis assez critique du gouvernement
gouvernement d'Emmanuel Macron quand il fait des mauvaises choses, quand il fait des choses qui vont dans le bon sens, eh bien ma foi, il faut aussi être capable de le reconnaître. On va évoquer, Antoine Léaumont, la situation politique en France, avec cette incertitude qui existe désormais sur la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027, après sa condamnation en première instance lundi dernier dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. La France insoumise a rapidement publié un communiqué à la suite de jugement. Je vais en lire un extrait, l'essentiel. Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable quel qu'il soit. Quant au reste, la France insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national. Nous le combattons dans les urnes, comme dans la rue, par la mobilisation populaire du peuple français, comme nous avons su le faire lors des élections législatives de 2024. Est-ce que c'est une façon de dire que Marine Le Pen ne devrait pas se retrouver dans l'impossibilité de se présenter pour des raisons judiciaires ? Bon, d'abord, commençons par dire que les lois qui aboutissent à cette situation sont des lois avec lesquelles le Rassemblement national était d'accord. C'est-à-dire ça a même été demandé par le Rassemblement national qu'on puisse appliquer ce type de décision au cas spécifique de détournement de fonds publics. Donc d'une certaine manière, Madame Le Pen se trouve dans la situation mais là, la question, de ce qu'elle espérait. On va pas rentrer dans le détail technique, mais c'est la question de l'exécution provisoire. Bien sûr, qui rend l'appel non effectif immédiatement. Je trouve que ça vaut quand même le coup de rappeler que sur ce sujet-là, il y a une forme d'hypocrisie au Rassemblement national qui, moi, m'amuse assez, enfin, me fait assez sourire, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire que la justice est laxiste, mais quand ça s'applique à eux, ils sont pas très contents. Ensuite, sur la question spécifique que vous posez, nous, ce qu'on dit avec ça, c'est que le Rassemblement national, de toute façon, il sera capable d'aligner un candidat à l'élection présidentielle, quel qu'il soit. Il y a Jordan Bardella, il peut y en avoir d'autres qui peuvent remplacer Marine Le Pen, même si la logique voudrait pour eux que ce soit Madame Le Pen. Elle a dit qu'elle faisait appel. Oui, et puis c'est pas forcément la même chose. Vous êtes bien placé pour savoir, par exemple, à LFI, que si c'est Jean-Luc Mélenchon le candidat ou un autre, c'est pas forcément la même histoire. Donc ça c'est la dernière, la dernière couche d'une certaine manière à laquelle je voulais aller. Ce qu'on essaye de dire, c'est que pour battre le Rassemblement national, il suffit pas d'une certaine manière que ce soit pas Marine Le Pen qui soit candidate ou que ce soit quelqu'un d'autre qui soit candidat. Pour battre le Rassemblement national, ce qu'il faut, c'est réussir à faire reculer ses idées. Ses idées, c'est-à-dire le racisme, d'abord, qui est au fondement du programme du Rassemblement national. Je rappelle quand même qu'il y a la suppression du droit du sol dans le programme du Rassemblement national, tout à l'heure on parlait de Pétain, mais c'est justement quelque chose qui était dans ce qu'a fait directement le maréchal Pétain, pas le maréchal, Philippe Pétain, parce qu'il a été déchu de ses titres, mais ce qu'a fait Philippe Pétain quand il est arrivé au pouvoir. Donc nous, ce que nous disons, c'est que pour combattre le RN, il faut réussir à le faire diminuer en fait dans les urnes. Et que l'élimination juridique d'une certaine manière de Madame Le Pen ne veut pas dire une défaite électorale du Rassemblement national, raison pour laquelle, mais c'est peut-être ce qui est utile de préciser par rapport à ce communiqué, mais raison pour laquelle nous continuerons le combat dans les urnes, dans la rue, et d'ailleurs on en fait la démonstration avec un rassemblement place de la République au moment où le Rassemblement national se rassemble place Vauban. Est-ce que vous pensez, parce que Jean-Luc Mélenchon l'a déjà dit à plusieurs reprises, est-ce que vous pensez que la justice peut être politique parfois en France ? Il peut y avoir une forme chez certains, d'utilisation politique de la justice. Notamment, nous, on avait eu un cas qui je pense, est assez emblématique. Mais lorsqu'il y avait eu les perquisitions au siège de la France Insoumise, on se souvient assez du moment de tension qui avait pu avoir lieu. Oui, avec La République, c'est moi. La République, c'est moi, etc. Mais Jean-Luc Mélenchon était dans son droit d'une certaine manière, puisque une perquisition, elle doit avoir lieu avec les personnes qui sont concernées. Donc s'il y a une perquisition qui a lieu quelque part et que la personne principalement concernée n'est pas présente, il y a un problème. Alors il y avait Manuel Bompard qui était présent à l'intérieur du siège, mais on comprend bien que Jean-Luc Mélenchon, comme l'un des principaux responsables politiques, doit être présent au moment d'une perquisition. On ne demandait pas autre chose. D'ailleurs, à partir du moment où on a pu entrer, il y a eu un autre moment de tension, mais à partir de ce moment-là, ça a beaucoup redescendu la tension à partir du moment où on a pu entrer à l'intérieur du siège de la France Insoumise. C'était ça que demandait Jean-Luc Mélenchon. Et sur ce cas-là, nous avons été condamnés, alors moi ça me fait beaucoup rire, mais pour rébellion. Alors bon, des insoumis qui sont rebelles, d'une certaine manière, si nous en avons la confirmation par la justice, c'est un brevet. C'est une médaille. Je veux dire, si on a le tampon officiel de rebelle, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose que détournement de fonds publics, quoi. Et justement, nous, ce avec quoi nous avons une critique, c'est quand on fait des lois
qui peuvent être détournés de leur sens. Par exemple, je vous prends un autre cas, mais quand Mathilde Panot est convoquée pour apologie du terrorisme, quand Rima Hassan est convoquée pour apologie du terrorisme, pense-t-on vraiment que des responsables politiques, c'est-à-dire des gens qui se présentent aux élections, auraient un intérêt quelconque à essayer de faire de l'apologie d'actes de mort? Bien sûr que non. Je veux dire, d'un point de vue purement intellectuel, tout le monde peut bien comprendre que défendre le terrorisme, ça serait contre-productif sur le plan électoral. Donc si nous sommes accusés d'apologie du terrorisme, c'est bien que c'est une qualification politique qu'on essaye de nous coller sur le dos pour ensuite nous faire passer en garde à vue, devant des tribunaux, etc., etc. Mais le problème fondamental qui est posé, c'est avec la loi qui est au point de départ, avec laquelle nous étions en désaccord. Parce qu'on ne peut pas considérer... Les juges, ils appliquent la loi. On ne peut pas considérer que s'il y a des mauvaises lois, c'est de la faute des juges. S'il y a des mauvaises lois, c'est de la faute des députés. Donc nous essayons de les changer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les élus de la France insoumise doivent consacrer une bonne partie de leur temps à se défendre de l'accusation d'antisémitisme? On l'a vu encore dernièrement, par exemple, avec la photo retouchée de Cyril Hanouna. Et que par conséquent, vous êtes, dans une certaine mesure, réduit à cela, aux dépens de vos idées et de vos propositions. C'est vrai, vous avez raison sur ce point-là. Alors je commence par dire que l'antisémitisme n'est pas un sujet que nous prenons à la légère, hein. Il y a eu une augmentation des actes antisémites en 2023. On a dépassé les 1600 cas en 2023. Il y a eu une petite redescente en 2024, mais on reste à 1600 actes antisémites. Donc Jean-Luc Mélenchon avait eu tort de dire que c'était résiduel en France ? Non, ce qu'il voulait dire par là, c'est que par rapport à une situation antérieure où effectivement on a eu notamment la rafle du Veldiv, hein, c'est-à-dire la police qui avait collaboré pour envoyer dans des camps d'extermination des Juifs, on a fort heureusement... Je le crois en tout cas, mais le niveau d'antisémitisme dans le pays a fort heureusement diminué par rapport à ce qu'il a pu être dans notre pays et que ça va plutôt dans le bon sens. Néanmoins, là, il y a une reprise d'actes antisémites. Oui, bien sûr. Il y a une reprise des actes antisémites et la CNCDH, la Cour nationale des droits de l'homme, pardon, je dis un peu vite, mais elle dit qu'il y a deux causes principales. D'abord, la loi immigration qui a remis sur le tapis des questions comme la priorité nationale et qui crée une ambiance de ce type-là. Et puis ensuite, l'attaque du Hamas du 7 octobre et la riposte israélienne, parce que certaines personnes vont faire un amalgame qui est odieux entre d'un côté le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou et la riposte brutale et génocidaire qu'il est en train de faire dans la bande de Gaza, et puis de l'autre côté les Juifs. Mais c'est pas la même chose, les Juifs et le gouvernement de Netanyahou. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes, faisant l'amalgame entre les deux, finissent par en vouloir aux Juifs. Mais les Juifs n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, que ce soit en France ou que ce soit en Israël, il y a énormément de gens qui sont opposés à la politique de M. Netanyahou, et cela quelle que soit leur culture, leur origine ou leur religion. Mais est-ce que vous ne donnez pas, quand je dis vous, hein, votre mouvement, du grain à moudre à vos adversaires dans cette matière, puisque, par exemple, cette fameuse photo retouchée de Cyril Hanouna, Aymeric Caron, votre collègue député LFI, a déploré, lui, il a parlé de communication catastrophique qui se multiplie et qui, a-t-il dit, impacte le groupe parlementaire. Donc, est-ce que vous ne vous mettez pas vous-même dans la nasse ? Là, en l'occurrence, c'était une erreur d'utiliser cette intelligence artificielle. Parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit c'est l'extrême droite qui a ça dans son grenier, nous on n'a pas les références. Il est trop cultivé, il est trop féru d'histoire pour dire des choses pareilles. Ce qu'il veut dire par là, c'est que quand nous voyons une image de Cyril Hanouna, nous ne pensons pas à sa religion, sa culture ou son origine. C'est pas ça notre sujet. Et que quand on utilise cette image-là, on n'aurait pas dû utiliser l'intelligence artificielle. Mais d'ailleurs, on avait fixé des règles qui étaient ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Ces règles n'ont pas été respectées, raison pour laquelle on a dit que c'était une erreur, on a retiré ce visuel. Mais vous voyez bien qu'ensuite, et ça va reprendre le fil de votre question, vous voyez bien qu'ensuite, il y a une campagne qui est organisée contre nous, là pour le coup c'est vrai par l'extrême droite, pour essayer de nous coller une étiquette d'antisémite, alors même que pour notre part, nous avons dans notre programme des éléments de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et d'une certaine manière, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qu'a prévu le Rassemblement national qui nous fait critique sur ce point pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Qu'a prévu le Rassemblement national, par exemple, pour éviter qu'il y ait de nouveau des candidats avec des casquettes nazies dans ses rangs aux élections législatives. Parce que c'est ça qui s'est produit dans les dernières élections législatives. C'est pas dans nos rangs à nous qu'il y avait des gens avec des casquettes nazies. Certainement pas, puisque c'est au fondement de notre engagement politique, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, sur ce plan-là, mais pour finir, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'insupportable, c'est qu'à la fin, nous sommes repeints en racistes,
alors que précisément au fondement de notre programme, il y a la lutte contre les discriminations parce que nous considérons, nous, que l'égalité, c'est une égalité républicaine. Une personne égale une voix dans l'isoloir, le plus riche vaut le plus pauvre, une femme vaut un homme, et quelle que soit notre couleur de peau, un citoyen égale une voix. Voilà quel est le sens, le sel de notre engagement politique, et nous faire ce reproche-là, je trouve que c'est quand même assez osé d'une certaine manière. On va en venir à la situation du monde, avec bien sûr cette annonce des droits de douane que Donald Trump a décidé de mettre en place avec le monde entier, à quelques exceptions près toutefois d'ailleurs, Oui. notamment la Russie. Ouais. Alors est-ce que c'est un oubli, est-ce que c'est temporaire, on ne sait pas, mais enfin pour l'instant c'est vrai que la Russie n'est pas dedans. En tout cas donc pour l'Europe ce sera 20% de manière générale et parfois plus parce que tout n'est pas très clair sur les 25% sur certains produits qui avaient déjà été décidés avant. Est-ce que ça s'ajoute, est-ce que ça se soustrait, est-ce que ça se multiplie, on ne sait pas trop. Mais est-ce que vous redoutez vous que tout cela ait de lourdes conséquences économiques pour la France? Bon, déjà, c'est vrai que c'est un peu flou. Parce que par exemple, si j'ai bien compris, pour la Martinique et la Guadeloupe, qui sont situées plus près des États-Unis, alors là, c'est des droits de douane de 10%. Donc on voit bien que M. Trump, ce qu'il essaye de faire, c'est de défendre ce qu'il considère être son intérêt national. Mais même sur la mise en place de ces droits de douane, il y a quelque chose de flou. C'est-à-dire qu'il dit que, en gros, il dit qu'il applique des taux de moitié par rapport à ce que font les autres pays, à la fois sur la question des douanes et sur la question de la monnaie. Ce qui quand même, enfin c'est flou, et puis en gros il aurait pu mettre ce qu'il voulait après tout. Oui, c'est-à-dire que d'autant quand il dit que l'Europe taxe les produits américains à 39%, personne ne comprend comment ce calcul a été fait. Oui, parce que il semblerait d'ailleurs, certains disent qu'il y a peut-être eu une intelligence artificielle aussi. Ouais, là, en gros il rajoute la monnaie dedans. A peut-être manqué de subtilité. Ouais, c'est ça, il rajoute la monnaie, et puis bon, il fixe un taux, mais on voit bien l'idée qui est derrière. En plus, c'est scénarisé cette manière de faire. Je sais pas si vos auditeurs ont vu l'image, mais il arrive avec un espèce de gros tableau dans une conférence de presse, et puis il y a ce côté marquant. C'est ça la volonté de Donald Trump, c'est de marquer politiquement un moment. D'ailleurs, il dit que c'est un jour nouveau dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Donc c'est surtout, lui, il s'adresse surtout à l'intérieur, il ne s'adresse pas à l'extérieur d'une certaine manière. Mais je crains effectivement que ces décisions à l'emporte-pièce soient des décisions qui soient très néfastes sur le plan économique. Et j'alerte nos auditeurs, qu'ils soient chefs d'entreprise ou qu'ils soient salariés. C'est ça ce que ça donne l'extrême droite quand ils arrivent au pouvoir. C'est-à-dire, nous on propose un protectionnisme qui est un protectionnisme solidaire. Là, on a un protectionnisme qui est autoritaire. Solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on négocie avec les différents pays pour essayer de relocaliser une partie de notre production. Tout ce qu'on peut relocaliser, essayer de le relocaliser dans un objectif qui est à la fois écologique et social. Ce que fait Donald Trump, c'est pas ça. Ce que fait Donald Trump, c'est une guerre économique à tout le monde en même temps. Oui, mais en même temps, on pourrait dire que Donald Trump est en train, d'une certaine manière, de mettre un terme à la mondialisation et au libre-échange débridé. Et ça va plutôt dans le sens de ce que vous souhaitez, non? Alors, c'est l'impression que ça donne à l'instant T. Mais quel est son objectif? Son objectif, c'est précisément de faire s'effondrer les droits de douane des autres. Puisqu'il dit, en gros, on met des tout petits droits de douane avec ceux qui mettent des petits droits de douane avec nous. Et quand c'est des faibles droits de douane, il fait un taux équivalent pour tout le monde. C'est en gros 10% pour tout le monde. Donc son objectif final, c'est non pas de rétablir des droits de douane, c'est de les faire s'effondrer dans le monde entier. Donc c'est le libre-échange à tout craint, in fine, son objectif politique. Puisqu'il dit qu'il revérifiera les droits de douane si jamais il y a d'autres décisions politiques qui se mettent en place dans les pays qui sont concernés par ces droits de douane. Donc il est assez malin d'une certaine manière. Tout le monde le prend pour un espèce de gros bourrin, mais c'est pas du tout ça. Il est assez malin dans sa manière d'amener les choses. Il dit qu'il veut faire ça, mais pour essayer in fine d'obtenir d'autres choses, des relations commerciales où il a lui-même détruit les droits de douane des autres pays, mais non pas sur une base de négociation, sur une base d'affrontement. Comment la réponse doit-elle s'organiser selon vous? Est-ce qu'on doit le faire au plan français ou au plan européen ou les deux concertés? Faut tout faire à la fois. Le problème principal pour le faire au plan français, c'est que pour ce qui concerne la question de la monnaie et des droits de douane, maintenant, c'est plus une responsabilité de la France. Donc moi, je vous aurais bien dit que j'aurais aimé qu'on fasse quelque chose sur le niveau des douanes et sur le niveau de la monnaie, mais c'est une compétence qui nous a échappé, malheureusement. Donc, on peut néanmoins faire des choses. Et par exemple, on peut essayer de sortir d'un certain nombre d'outils qui à l'heure actuelle sont des outils américains. Je pense par exemple aux logiciels qu'on utilise. Windows, Facebook, les réseaux sociaux d'une manière générale sont essentiellement des réseaux sociaux des GAFAM. C'est un changement de vie, hein. Ah bah c'est un changement de vie, mais on peut mettre en place des règles qui sont des règles un peu plus strictes avec un certain nombre de réseaux sociaux. On peut aussi exiger que les grandes entreprises américaines paient leurs impôts.
Ça serait bien d'exiger que les GAFAM payent leurs impôts qui doivent dans notre pays. Enfin, je veux dire, on a des mesures de rétorsion possibles. La question est de savoir ce à quoi on souhaite aboutir. Et moi, d'une manière générale, ce à quoi je souhaite aboutir, c'est qu'on gagne en indépendance, qu'on gagne en autonomie, qu'on gagne en souveraineté. Et pour cela, ça implique aussi peut-être parfois que l'État se réinvestisse dans un certain nombre de secteurs. Un dernier mot, Antoine Léaumont. Est-ce que pour vous, l'Amérique de Donald Trump est une parenthèse ou est-ce que vous voyez ce courant durablement au pouvoir? Ça, c'est les Américains qui en décideront. Ouais, mais est-ce que vous avez un regard, une vision là-dessus? Personnellement, je souhaite que ce soit une parenthèse. Oui. Je doute que ça puisse l'être. Je ne sais pas si M. Trump, par exemple, abandonnera le pouvoir à l'issue de son mandat de 4 ans. Il a déjà dit qu'il aimerait en faire un 3e. Ben voilà, donc mais ça, c'est les Américains qui en décideront. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans le monde entier une tendance à aller vers ces régimes d'extrême droite, des régimes autoritaires. Et je crois que la France peut être l'exception, à condition de faire les bons choix électoraux dans les prochaines échéances, et en particulier dans l'élection présidentielle de 2027. Mais nous allons décider dans l'élection présidentielle de 2027 si nous allons dans une direction qui est le Trumpisme à la française, ou bien qui est une autre voie, une voie humaniste, sociale, solidaire et républicaine, parce que c'est ce qui compte pour nous, je crois, en France. Merci Antoine Léaumont d'être passé à l'atelier politique. Merci. Cette émission est à retrouver sur le site internet de RFI ou sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine.